Donc Didier, c'est un peu l'Europe, hein, on va dire, parce que Pays-Bas, Allemagne, mais quand même, c'est quand même Fort Café, parce que c'est quand même l'armée française, Oui. du matériel pour l'armée française. Oui, alors c'est l'Europe, enfin c'est l'Europe dans le discours du Parti Socialiste au gouvernement, hein, parce que après il faut bien qu'on regarde comment que ça va se passer. Hein. C'est l'Europe, oui, parce qu'il y a une alliance de deux industriels européens qui sont spécialisés dans la défense, mais je dis bien, moi, qu'aujourd'hui, toutes les décisions stratégiques, y compris pour Nexter, donc, se prendront plus à Satory, là où est le siège de Nexter, mais se prendront à Amsterdam. Et la stratégie qui va prédominer, hein, pour les dirigeants de la société KNDS, bah, c'est simple, hein, c'est rentabiliser à mort et au maximum la nouvelle société KNDS pour récompenser les actionnaires. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et donc, ça met en danger notre entreprise, Nexter, ça met en danger le centre de Rouen, et puis ça met en danger, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la paix. Et la je nation. reviens, et donc la nation. Alors, pourquoi je dis ça met en danger? Tout simplement que, après ces annonces faites par le Drian et le gouvernement socialiste, hein, il y en a qui montent au créneau, en disant, oui, c'est vachement bien, c'est ça l'Europe, l'alliance industrielle européenne de l'armement. Et puis, il y en a qui déclarent, tel que le premier responsable de la DGA, bah oui, l'alliance, elle est faite, et donc, à partant de cette alliance, il y aura un partage au niveau des industries européennes de défense, et le partage, eh ben, il est tout simple, hein, c'est à la France, on lui réserve l'arme et l'artillerie, et le blindé à l'Allemagne. Donc c'est négocié à un moment, tu veux et dire. bien entendu que ça a été négocié. D'ailleurs, le gouvernement français, dans la loi de privatisation de Jet Industries pour permettre la création de KNDS, a mis un certain nombre de protections. Alors je m'explique, et puis je fais tout simple, les protections, c'est dire, si jamais on est mis en danger sur un certain nombre d'activités, boum, on se protège, et ça reste en France. Ils ont mis des protections que sur l'artillerie et l'armement, et ils n'ont pas mis de protection sur le blindé. Et après, tu as le DGA qui te déclare, eh bien oui, effectivement, il y aura un partage au niveau des industries européennes, on réserve à la France l'armement nucléaire, l'arme et l'artillerie, et le blindé à l'Allemagne. Donc voilà les dangers. Et quand Le Drian nous disait ouais, mais c'est sûr, l'ensemble du programme Scorpion, des Griffons et des Jaguars se fera en France, et se fera donc en France, et notamment pour ce qui concerne la fabrication des caisses, se fera à l'Arsenal de Rouen, au centre de Rouen de Nexter, et bien aujourd'hui, moi je dis c'est faux. Puisque la stratégie du placement industriel définitif de la fabrication de ces deux caisses, bah, se fera, cette stratégie, à Amsterdam. Et donc c'est les deux PDG de Nexter et de KMW qui composent aujourd'hui le directoire de KNDS qui décideront. Voilà, d'où ils fabriqueront. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que pour fabriquer ces matériels, le Jaguar et Griffon, il faut de la place, première chose. Deux, des bâtiments, il faut des bâtiments. Il faut des moyens de production, et des moyens de production modernes. Bien sûr. Et trois, il faut des bonhommes. Hein, les bonhommes dans le sens... La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Voilà. Alors, on va examiner ce qui s'est passé à l'Arsenal de Rouen, à Nexter Rouen. C'est tout simple. Hein. La direction, juste avant le mariage avec KMW et donc avec la création du KNDS, a trouvé le moyen de vendre 35 000 m² de bâtiments industriels de Nexter Rouen. Soi-disant parce que le député du coin, Nicolas pour ne pas le citer, avait besoin de ces matériels pour s'occuper de tout ce qui est déconstruction des matériels SNCF, militaires, etc. La déconstruction dans le Rouennais, et donc dans la 5e circonscription, tout le monde sait aujourd'hui que c'est mort. C'est mort parce qu'ils ne s'en sont pas occupés comme il faut. Nous, s'ils nous avaient écoutés, dans le consortium sur la déconstruction, nous, on exigeait que Nexter en fasse partie et soit le maître d'œuvre de la déconstruction. Et si ça avait été ça, effectivement, la déconstruction, il y en aurait dans le Rouennais. Sauf que personne ne nous a écoutés, et voilà où on en est aujourd'hui concernant le dossier de déconstruction. Je ne m'étale pas trop. Il n'empêche que
On a vendu 35 000 mètres carrés. Enfin, on a cédé 35 000 mètres carrés. Hein. C'est quand même le contribuable rouennais qui a payé. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça, les 35 000 mètres carrés. Hein. Et aujourd'hui, Nicolas, il ne sait pas quoi en faire, les bâtiments. Hein. Parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien dedans. Il n'empêche que nous, au centre de Roanne, de Nexter, on les a plus, ces 35 000 mètres carrés. Et si aujourd'hui, on voudrait tout faire, on aurait une incapacité d'un point de vue bâtiment. À tel point que le nouveau PDG aujourd'hui de Nexter nous affirme, dans une réunion de comité central d'entreprise, que si il avait été PDG de Nexter à l'époque où cette décision s'est prise, il n'aurait pas vendu. Ah, bien sûr. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est très facile à faire, hein, ça. C'est pas moi, c'est l'autre, patati patata. Voilà. Alors, avec des scies, on coupe du bois. Hein, tout à fait. Oui. Donc 35 000 mètres carrés, on les a plus. Aujourd'hui, si il faut qu'on fasse tout, y compris au niveau de la direction de Roanne, il se pose la question de comment on va faire. Comment on va faire, parce qu'on n'a plus suffisamment de bâtiments. Après, je disais, le deuxième point, il faut des moyens de production. Alors il se trouve que les moyens de production qu'on a à Nexter-Roanne, c'est les moyens de production qui ont été mis en place pour la fabrication du Leclerc. Et aujourd'hui, ces moyens de production-là, ce sont les mêmes qui ont servi à la fabrication du Leclerc, BCI, etc. Et c'est sur ces moyens de production, qui sont toujours les mêmes, qu'on voudrait lancer la fabrication des futurs programmes VMR. Bon, c'est des moyens de production qui ont 30-35 ans, qui sont donc vieillots, et qui nécessitent un rétrofit pour certains de ces moyens de production énormes, quasiment complets, quoi, hein, si on veut. Mais ils ne sont pas obsolètes. Ils sont toujours pas obsolètes, mais ils sont plus adaptés. Donc il faut remettre la situation au bout du jour, j'allais dire. Bon. Sauf que, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, avant de fabriquer la caisse, tu découpes les tôles. Tu prépares donc tes tôles, tu découpes tes tôles. Et pour faire tout le programme Griffon et Jaguar, les spécialistes de la question, hein, je ne m'étale pas trop, ont calculé qu'il faudrait 3 machines. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la revendication au titre de la CGT et on dit il faut investir une 3e machine. Il n'y avait rien de plus sûr qu'on devait l'avoir. La 3e machine, bing, dans le sac, on l'aura pas. Donc, si tu n'as pas la 3e machine pour faire tes 11 véhicules par mois, qu'est-ce que tu fais? Le dernier levier sur lequel il te reste pour agir, c'est sur les bonhommes. Et qu'est-ce que tu fais? Pour rentabiliser au maximum tes 2 machines qui te restent, à condition qu'elles soient rénovées et réparées, ça c'est encore moins sûr, mais admettons qu'elles y soient. Pour rentabiliser tes 2 machines, qu'est-ce que tu fais? Tu les charges à mort, et tu les charges 24 heures sur 24, et tu mets tout le monde en produit. Donc tu vas aggraver les conditions de travail des salariés qui vont rester. Et malgré ça, même si tu fais ça, les spécialistes nous avouent que ça ne passera pas, et qu'on est en train de qualifier des sous-traitants pour écrêter certaines phases de la découpe des tôles. Et ainsi de suite. Et on continue. Ça, c'était la découpe des tôles, pour la préparation des tôles avant la soudure de la caisse. Après, il y a l'unification de la caisse, et après, il y a la soudure de la caisse. Et là, c'est pareil. Il n'y avait rien de plus sûr qu'on devait avoir 8 vireurs, on n'en aura pas 8. 8 vireurs, on n'en aura que 5. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et on voit bien qu'il y a un énorme risque là, dans cette affaire. Ils sont en train, ou ils pourraient être en mesure de nous dire, voyez bien, on a du boulot, on a énormément de boulot, mais on n'a plus les moyens physiques de le faire. On n'est plus en capacité physique de le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre, un sous-traitant, on cherche à qualifier, d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, ils cherchent à qualifier un autre sous-traitant qui nous rendrait exactement les mêmes services que nous on est capable de faire. Et bien entendu, externe à externe. Externe à externe. Et aujourd'hui, dans le cadre du KNDS, avec l'alliance avec les Allemands, tout le monde est en train de se retourner dans le même sens. C'est-à-dire tout le monde est en train de regarder du côté de l'Allemagne si par hasard, ils ne pourraient pas nous prendre une grande partie du programme Scorpion. Et on a fait, et ainsi de suite, on a fait donc la boucle. Et quand tu finis de boucler la boucle, tu retombes sur le discours du DGA qui te dit, mais en Europe, on a fait l'alliance des industries de l'armement. À la France, au niveau de l'armement, vous avez le nucléaire, c'est déjà pas si mal, et vous avez l'arme et munitions. Les blindés, on a choisi que ça parte en Allemagne, ça sera là-bas. Didier, le dossier que tu viens de nous exposer, Scorpion, représente, on va dire en chiffres, pour
pour expliquer un petit peu à travers cette vidéo combien de personnes, combien de main-d'œuvre, on va dire, sur le Rouennais, qu'est-ce que ça pourrait apporter économiquement. Parce que nous, on va le mesurer comme ça, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est bien, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais nous, on a un savoir-faire. Oui. On a, tu m'as dit, les bâtiments, parce que bon, ils ne sont pas encore occupés, bon voilà, on a la technologie, on a le savoir, l'expérience, et le passé avec nous. Ça représente combien de personnes, combien d'emplois dans le Rouennais qui pourraient redynamiser, puisque tu nous as dit tout à l'heure, un emploi à l'Arsenal à l'époque faisait un emploi à l'externe. Oui, tout à fait. Alors, ça représente combien? C'est simple, hein, tu viens de poser la question sur les savoir-faire. Il faut qu'on se dépêche sur les savoir-faire en production. Oui. Parce que la moyenne d'âge de l'établissement, 47 ans et des bananes, je disais tout à l'heure qu'il y a à peu près une centaine de salariés qui restent en production aujourd'hui. Sur ces 100 salariés qui restent en production, là, dans les 5 ans à venir, tu en as 80% qui sont partis à la retraite. Alors, le transfert du savoir-faire, on fait comment là? Si on n'embauche pas tout de suite... Alors si, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 800 salariés, avec une centaine de salariés en production. Mais dans le même temps, on a 90 intérimaires dans la boîte. Et on fonctionne comme ça. Et on fonctionne comme ça avec des intérimaires depuis le dernier plan. Depuis le dernier plan. En 2006, ils ont tellement viré... C'est simple, hein, le dernier plan, il s'est fini en juin 2006. Quand ils ont fini le plan en juin 2006, ils se sont aperçus qu'ils avaient trop viré de gens à la production. En septembre 2006, ils faisaient rentrer 60 intérimaires dans la boîte. Et depuis 2006, on fonctionne comme ça, avec un volant d'intérimaires qui leur permettent d'ajuster la production ou pas. C'est ni plus ni moins le système automobile qu'ils nous ont mis en place. C'est clair. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ça. C'est fonctionner, quand tu as beaucoup de boulot avec des intérimaires, quand on a plus, tu les mets à la porte, les intérimaires. Et puis c'est tout. Fonctionner au chômage. Voilà. Alors, effectivement, tu as raison. Les savoir-faire, ils existent encore, mais il faut vite se dépêcher à les remplacer parce qu'il y a le transfert des savoir-faire, donc la mise en place de tutorants, etc., etc. Nous, c'est ce qu'on défend dans la boîte aujourd'hui. Et on dit nous, à nos directions, tant nationales que locales, dépêchez-vous à embaucher. On a 90 intérimaires dans la boîte, et vous tapez dedans et vous embauchez. Les intérimaires, vous les embauchez en CDI. 2, on forme des apprentis. Voilà, c'est ça qu'on demande, nous. Parce que si on veut, effectivement, garder un avenir pour le centre de Roanne de Nexter, il faut absolument qu'on réinvestisse dans l'industriel. Si on ne réinvestit pas dans l'industriel, dans notre établissement, on est mort. On est mort. Je le disais tout à l'heure, le bureau d'études, tu claques du doigt, tu le déplaces. Le soutien, on ne l'aura plus. C'est plus nous qui l'avons. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la production pour assurer la survie de l'établissement. Si on n'investit pas dans la production, dans les moyens de production, dans les bâtiments et dans les bonhommes, on est mort. Ça représente combien, Didier, en nombre à peu près, tu penses? Alors, il y a une étude à peu près? Il y avait un plan d'embauche qui a été décidé par la direction nationale en 2017, de 130. Compte tenu que le programme Scorpion était signé et dans les bureaux d'études et qu'il y avait les premières tranches de fabrication qui allaient être signées, ça vient d'être fait la semaine dernière d'ailleurs, la première tranche qui a été signée de fabrication, ils avaient, et compte tenu des départs en retraite, parce qu'on est re-rentré avec tous les plans, nous on n'avait pas de départ naturel à la retraite. Et ça fait 2 ans, on est rentré dans un système naturel de départ en retraite. À peu près 50 par an, entre 35 et 50 par an qui partent chaque année. Là. Donc compte tenu de ces deux ou trois phénomènes, ils avaient décidé d'un plan d'embauche. Un plan d'embauche à 130. Ils ont quand même un plan de comment on appelle ça, une GPEC, une GPEC, oui, justement. Oui. Ouais, ils en ont eu quand même. Ah oui, il y a une GPEC, mais la GPEC, mais la GPEC, nous on aimerait bien qu'elle se concrétise réellement, parce que c'est bien bon de faire des plans sur la comète, sur le nombre de salariés qui vont partir à la retraite, sur le nombre de salariés qu'il nous faudrait pour faire telle et telle fabrication. Encore faudrait-il que les fabrications restent et qu'on en soit sûr, et encore faudrait-il concrétiser les embauches. Et on dit, nous, tu parlais du savoir-faire tout à l'heure, justement compte tenu des départs naturels, je l'ai expliqué, il y a des gens qui vont partir à la retraite d'ici les 5 ans. Si aujourd'hui tu ne fais pas rentrer des apprentis dans l'établissement, tu perds ton savoir-faire. Or, aujourd'hui, dans les métiers, la soudure, l'usinage, la peinture, 0 apprenti de recruter. Comment tu fais? Comment tu fais demain? Alors certes, il y a des intérimaires, parmi les 90 intérimaires, il y a des soudeurs, mais il n'y en a pas suffisamment. Pour assurer, le programme Scorpion, quand il va fonctionner à plein pot, on doit en livrer 11 par mois.
ce que tu disais. 11 par mois. Si le programme reste tel qu'il est aujourd'hui, le programme Scorpion, il démarre normalement en 2018 en termes de fabrication, il va jusqu'en 2033. Aujourd'hui, tu as le gouvernement, y compris tu as plusieurs candidats qui ont dit « Ouais, il faut remettre du PIB dans le budget de défense, il faut accélérer le budget de défense. Ah bah oui, il faut faire comme les Américains. Donc il faut y aller. Donc et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'y compris, tu as l'état-major de l'armée française qui dit « Oh, nous, nos véhicules, VBMR, Scorpion et Jaguar, on les veut tout de suite là. Donc il faut vite nous accélérer parce que nos anciens dispersés et VAM sont morts, donc il faut vite les remplacer. » Et ils sont en train de dire, au lieu de 2033, il faudrait accélérer la fin des livraisons de ces matériels-là en 2026. Ce qui veut dire que la seule condition pour que ça se fasse comme ça, c'est qu'il faut que la défense ait les budgets chaque année pour payer les matériels. Ben, sinon, tu ne peux pas. Bon, c'est clair. Donc, et ils nous disent, 2033, au lieu de finir en 2033, on finit en 2026. Entre parenthèses, 2018-2033, 15 ans de boulot. 2018-2026, 10 ans de boulot. T'en trouveras beaucoup des entreprises qui ont 10 ans de boulot devant eux. Oui, tout à fait. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça se fasse chez nous. Et si ça se fait en 2026 au lieu de 2033, il faudrait doubler la cadence. Tu doubles la cadence avec quel bâtiment, avec quels moyens, avec quel volume? Et tu vois bien que là, c'est impossible. Tu vois bien que là, physiquement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je suis persuadé qu'ils sont en train de partager le programme Scorpion avec les industriels allemands, c'est-à-dire KMW et nous. Et puis, c'est clair. Ils ont créé la situation. Quoi. Ils ont créé la situation. Totalement. On s'est fait manipuler. Tout à fait. Toujours les mêmes. Voilà, qui manipulent. Donc Didier, c'était très enrichissant, on a appris beaucoup de choses, c'est très bien. Oui. Donc tu as encore quelque chose à dire sur le dossier? Oui, parce que j'ai parlé des armements tout à l'heure, et puis tu m'as posé la question de si tu étais élu, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Alors c'est la dernière question que je voulais te poser, Didier. Bon. Voilà, Didier, justement, parce que tu connais très bien ton entreprise, tu la défends bien, c'était très intéressant. Donc voilà, Didier, si je suis élu député, j'espère bien, avec Laurence Simao, qu'est-ce que tu attends des élus, justement, entre autres Jean-Luc Bunemann et Laurence, par rapport à la situation dans le Rouennais, industrielle, économique, et notre belle région rouennaise? Tout à fait. Alors moi, ce que j'attends, c'est simple, c'est d'abord que vous soyez un maximum d'élus du front de gauche en complément de la campagne électorale de Mélenchon, que vous soyez un maximum d'élus du front de gauche, j'allais même dire, ou de la France insoumise, d'élus, pour constituer un groupe qui compte dans le Parlement français, de façon justement à intervenir sur ces questions de défense. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera jamais. Personne ne le fera jamais. Et donc, non seulement on met, si personne ne le fait, notre entreprise en danger, avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais on met, y compris, la paix en danger. Je ne recommence pas tout ce que j'ai expliqué sur le désarmement, etc., etc. Donc moi, ce que j'attends, c'est ça. C'est qu'il y ait un maximum d'élus qui nous écoutent, nous les syndicalistes, sur ce qu'on a à dire sur ces questions de défense-là, pour qu'ils refassent revenir cette question de défense-là dans le bon sens. Et non pas que ça parte à volo, comme c'est en train de partir, avec KMDS, avec la décision du gouvernement socialiste. Entre parenthèses, la droite, quand le gouvernement socialiste a privatisé, ils ont applaudi des deux mains. Moi, je me souviens avoir interpellé Nicolas, qui m'a dit un jour, si ça avait été nous, il y aurait longtemps que je l'aurais fait. Il ne s'opposait pas au truc. Il a dit, heureusement que ça s'est fait, malheureusement, ça ne s'est pas fait assez vite. Voilà ce qu'il a dit. Donc ils sont parfaitement, mais alors tous d'accord là-dessus. Pourquoi ils sont tous d'accord? Parce que ça permet aux capitalistes de faire du pognon avec la fabrication d'armement. Il n'y a que ça qui les intéresse, le fric. Bon, voilà. Alors moi, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, vous ayez un groupe, d'abord que vous soyez des élus qui défendent l'industrie, on le dit tout le temps. Sans industrie, il n'y a pas d'emploi. Et sans industrie, il n'y a pas de service public. Donc sans industrie dans le Rouennais est mort. Et puis c'est tout. Donc il faut impérativement soutenir l'industrie. Il y a une industrie qui existe aujourd'hui, c'est la nôtre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le député du coin, et je ne fais pas de jeu de mots avec ce que je disais tout à l'heure,
eh ben, comment il défend l'industrie qui existe dans le Rouennais. Et puis c'est tout. Et il y a une grosse industrie, c'est la nôtre. Il y en a une autre, c'est Michelin. Et la deuxième, c'est nous quand même. Bon, qu'est-ce que le député du coin, il fait pour défendre cette industrie? Moi, je compte sur toi. Et il y a des potentiels. Et il y a des potentiels. Alors, non seulement il faut avoir un groupe qui défende toutes ces questions de défense, mais il faut ramener ces questions de défense au bon endroit. Il ne faut pas que ça parte exclusivement dans le privé. Et nous, on a une proposition à la CGT, c'est le PPDN. Alors le PPDN, tu vas me dire, c'est quoi donc cette bête? Eh bien, c'est tout simple. Oui. C'est le pôle public de défense nationale. Et dans le pôle public de défense nationale, eh ben, nous on dit, il faut que toutes les entreprises qui fabriquent de l'armement destiné à l'armée française soient intégrées dans ce pôle public de défense nationale. De façon à ce que ce soit le Parlement français qui gère et qui a un mot à dire sur la stratégie de ces entreprises-là. Voilà. Il faut que ça soit un pôle public. Alors, dans le pôle public, il y a deux façons de le faire. Soit tu nationalises toutes les entreprises qui fabriquent de l'armement. Alors ça, c'est une des solutions, hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'acceptent, y compris d'ailleurs des salariés, hein, qui accepteraient d'être nationalisés. J'en suis pas sûr, mais il n'empêche que ça serait pourquoi pas une solution. Aujourd'hui, si tu me demandes s'il faut revenir sur la loi de 89 de privatisation de GIAT et de l'Arsenal, moi je vais te dire oui. Ça serait la solution, oui, effectivement. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. En sachant que nous, en plus, depuis 89, la société GIAT Industrie, Nexter, ça a évolué. Hein. On a racheté tout un tas d'entreprises qui n'avaient rien à voir avec le GIAT étatique tel qu'on le connaissait, qui sont issus du privé et tout. Donc, ça serait sûrement compliqué de refaire une nationalisation. Mais n'empêche qu'on devrait faire partie de ce pôle public national de défense, où là, toutes les décisions stratégiques se prendraient de façon à orienter les plans de charge et les emplois de ces entreprises-là. Donc voilà, moi, ce que j'attends. Alors, et puis j'avais parlé de désarmement, et tu vas me dire, bah oui, mais si on obtient le désarmement complet, qu'est-ce que vous faites? Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ben c'est tout simple. On dit, on a des moyens de production énormes, uniques par moment. Je dis bien uniques. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le centre de peinture de l'Arsenal de Rouen, de Nexter Rouen aujourd'hui, il existe nulle part ailleurs. Donc c'est des moyens uniques de production. Et bien nous on dit, il faut qu'on mette ces services de production-là au service des besoins de la population. D'où la dualité des fabrications. Et d'où toutes les propositions qu'on fait sur la diversification. Oui, effectivement. L'Arsenal de Rouen, à la fin de la guerre, quand il a fallu reconstruire industriellement le pays, et bien l'Arsenal de Rouen, on a fait des tracteurs. Et bien oui, les tracteurs que les paysans avaient besoin, ils ont été fabriqués où? À l'Arsenal de Rouen. Et c'est là où on intervient. Nous, on est capable de tout faire pour peu qu'on nous le demande. Et bien non, il faut qu'on mette au service des besoins de la population nos moyens de production. Alors, quand on a de l'armement à faire pour l'armée française, ben, nos moyens, on les utilise à 100% pour. Quand on en a plus ou peu ou moins, eh ben, on met nos moyens de production au service des... Vous êtes capable de fabriquer? On est capable de tout faire, on a tout fait. Alors, la dualité de nos fabrications, oui, ça c'est des propositions qu'il faut faire avancer. Et puis, on porte au niveau de la CGT, hein, la création d'une filière défense, sécurité, incendie, avec nos copains, bien entendu, de RTD, hein, et donc nos copains de Saint-Germain-Laval, mais aussi avec les copains de Gicard, hein, qui fabriquent des camions de pompiers, et puis les copains qui bossent dans le secteur incendie. On a, nous on est la Fédération nationale des travailleurs de l'État, hein, mais on travaille beaucoup avec la Fédération de la métallurgie, et on a développé des projets pour la création de cette filière-là. Et c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Et alors, j'ai parlé de Gicard tout à l'heure. Alors Gicard, c'est venu comment Gicard? Quand on regarde l'historique de Gicard, c'est parti d'un essaimage de 3 cadres qui travaillaient à l'Arsenal de Rouen, pendant les plans. Hein, tu sais comment ça se passe les plans, malheureusement. Hein. Tu as des plans de suppression d'emploi, tu as des plans sociaux, et puis tu essayes de recaser tout le monde. Et il se trouve que il y a y compris des propositions d'essaimage, c'est-à-dire que la société
si tu veux créer ta société toi-même, l'aide. elle t'aide, elle te donne des aides Financièrement, financièrement. Bon, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Jiquer, à Rouen, c'est parti de là. C'est un essaimage de 3 cordes qui ont dit, et qui ont emmené quelques ouvriers avec eux, qui ont dit, pourquoi pas qu'on fabrique ça. Le premier camion de pompiers qui a été mis en place, qui a été conçu, il a été conçu dans l'atelier de chaudronnerie de l'Arsenal de Rouen. Voilà, donc moi je peux bien t'en parler de ça. Donc, et il est parti donc de chez nous. Et moi je dis ça, pourquoi pas qu'on le développe ensemble. Hein, il se trouve qu'en plus Jiquer, ils sont en difficulté financière. Il y a des repreneurs derrière. Hein. Alors peut-être des repreneurs, ou même des fonds de pension, qui risquent de faire quoi? Qui risquent de prendre le savoir-faire Jiquer et de se tirer ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. D'où le développement de cette filière. Voilà ce qu'on attend. Eh ben Didier, on t'a bien écouté, hein, Ouais. merci beaucoup de ton intervention, et on sera à l'écoute, hein, tu nous connais, donc là tu sauras nous rappeler ces valeurs que tu as défendues, et on voit que tu es le premier défenseur, parmi tant d'autres, de ton entreprise. Oui, alors je défends mon entreprise, mais je défends aussi les entreprises de défense, et je n'ai pas parlé de l'ELOCA. Ah, je t'avais... Mais tu m'avais posé la question, j'ai oublié d'en parler. L'ELOCA de Rouen. Alors c'est une boîte qui... Enfin, je ne faut pas dire une boîte, c'est une entreprise qui défend directement de la défense, hein, cette fois. Hein, Tu dépends, oui. avec des gens qui sont exclusivement défense, hein, c'est-à-dire qu'il y a des militaires, des personnels civils, et donc c'est soit des fonctionnaires de la défense, soit des ouvriers d'État, qui ont retrouvé leur statut d'ouvrier d'État, hein, et c'est eux qui font, c'est eux qui entretiennent tous les moyens qui accompagnent les militaires sur les terrains d'opération. Exemple, il faut, quand tu es sur un terrain d'opération où malheureusement les militaires sont en train de faire la guerre, il faut qu'il y ait des vestiaires, des cuisines, des hôpitaux, machin. La logistique. La logistique. Et eux, ils entretiennent tous les bâtiments qui servent à cette logistique-là. Un peu le génie, quoi. Ouais, et c'est un peu, oui, ils entretiennent. Le génie civil, Il y a des cuisines, il y a des hôpitaux, c'est tout sous forme de bungalow, hein, et eux, ils réparent ça. Ils entretiennent ça, ils réparent ça. Donc c'est pas rien, quand même. Hein. Il faut savoir que l'ELOCA de Rouen, elle a été créée en compensation d'un plan de licenciement de chez nous. Bien sûr. Hein, ça a été la compensation pour faire avaler le morceau aux politiques rouennais de l'époque. Il fallait que le ministère de la Défense amène quelque chose sur le Rouennais. Et c'est ça qu'ils ont amené. Hein. Et ils se sont installés d'ailleurs dans nos anciens bâtiments, hein, que nos patrons avaient encore brillamment vendus aux prédécesseurs du député du coin, que je disais tout à l'heure. Monsieur Nicolas. Eh ben non, c'était l'autre d'avant, C'était le l'autre socialiste, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Toujours là, hein, aux frais du contribuable rouennais. Hein, toujours la même chose. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le socialiste a été battu, Nicolas est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait lui, avec ces bâtiments-là? Vu qu'il lui manquait de pognon pour sa mairie et son grand rouennais de l'époque, il lui manquait de pognon, il s'est dépêché de vendre les bâtiments. Et les bâtiments aujourd'hui, qui hébergent les locaux, ils appartiennent à un fonds de pension anglais. Je ne t'explique pas le loyer que pratique le fonds de pension anglais au ministère de la Défense pour le loger les locaux. Et voilà comment que ça se passe. Donc la question qu'on peut se poser, elle est simple. Ça va durer combien de temps l'affaire? Le ministère de la Défense qui a cette charge à payer tous les mois, tous les trimestres, hein, je ne sais pas si c'est les mensualités qui payent, mais ça leur coûte la peau des fesses. Un jour ou l'autre, ils vont dire, stop, hein, on arrête, ça nous coûte trop cher, on va ailleurs, parce que des bâtiments, on en a ailleurs. Et oui, un claquement de doigts, et là c'est fait aussi. Hein. Disparition. Et là c'est fait. Donc, on voit bien, tout est lié en fait, encore une fois. Hein. Et quand je parlais du pôle public national de défense, il y a les locaux là aussi. Hein. Hein. Et oui. Qui doit faire partie intégrante de ce pôle. Voilà. Et géré, bien entendu, et piloté par le Parlement français. Moi je pense que. Voilà. Tu as très bien présenté les choses, Didier. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis on sera à ton écoute. Hein. Tout à Merci fait. beaucoup, Didier. Merci. Et à bientôt. Merci, Didier. Au revoir.